Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire qui est au fond destiné à préparer une nouvelle étape dans l'avancée de la campagne de vaccination. Nous sommes un petit peu à l'avance, mais on ne peut pas toujours être en retard. Et je vais vous expliquer un petit peu comment la situation de notre aventure de vaccination en vient à nous adresser à vous aujourd'hui. Et j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. On fera, je pense, ensemble tout ce qu'on peut pour qu'elle soit meilleure que l'année que nous quittons. Et une année meilleure, je pense, passera par la campagne de vaccination en cours. Alors, j'en profite pour accueillir notre invité du jour, le professeur Van Latem, que l'on ne présente plus, on le voit à la télévision régulièrement, mais qui, avant d'être présentateur de télévision, a été longtemps un des responsables de tout le secteur d'infectiologie de l'hôpital Saint-Pierre, dont vous connaissez tous le caractère de centre de référence. Il est donc particulièrement pertinent pour nous parler de l'influence de la vaccination sur l'évolution de l'épidémie, et je le remercie déjà très chaleureusement d'avoir accepté de nous consacrer un peu de son temps fort précieux. Alors, en quelques mots, je vous rappelle quand même que la discussion d'aujourd'hui ne vient pas de nulle part. C'est l'aventure de la vaccination à 2 siècles, et son nom, vaccination, vient de la première idée d'un médecin anglais, Jenner, qui avait observé que le personnel des fermes où il y avait des vaches atteintes d'une maladie qu'on appelle la vaccine, était épargné par la variole. Et il a donc compris qu'il y avait un lien entre le fait d'être exposé à la vaccine et d'être protégé contre la variole, et il a inoculé à un jeune garçon la pustule de la maladie de la vache et l'a protégé de la variole. Et comme le terme de vaccine vient du latin vacca, il est resté le terme vaccination dans notre langage. Mais c'est évidemment Pasteur qui est la figure de proue de la vaccination, avec une véritable stratégie vaccinale qui a consisté à affaiblir le virus de la rage par des cultures successives avant de l'inoculer à un jeune garçon mordu par un chien enragé, et en profitant de la très longue durée d'incubation de la rage, qui est de 2 mois en général, il a dans l'entretemps pu le vacciner et l'immuniser contre la maladie, lui permettant de survivre. Alors, depuis, évidemment, on a tous en tête le mécanisme de la vaccination, qui est un mécanisme assez simple, puisque quand nous sommes atteints d'une maladie infectieuse, nous manifestement déclenchons une réaction immunitaire qui nous protège, si nous y survivons, d'une nouvelle infection par le même microbe. Eh bien, c'est de mimer cette maladie sauvage pour provoquer chez un individu la réaction immunitaire sans lui faire subir la maladie, et ainsi le protéger contre le microbe sauvage. Et vous savez que c'est une stratégie, alors cette liste n'est pas exhaustive, mais enfin, elle donne déjà une idée de combien la vaccination est devenue une des grandes victoires de la santé publique et de la science biologique et médicale, avec évidemment comme première grande victoire celle de l'éradication de la variole annoncée par l'OMS le 8 mai 1980, après une longue campagne de vaccination gênée entre autres par les conflits et les affaiblissements des structures de santé, mais qui dans nos pays aujourd'hui a encore été
confrontés à des patients avec le choléra, avec la diphtérie, avec le tétanos, avec la polio, bien sûr. Et nous savons combien la rougeole fait encore des ravages dans le monde chez les enfants, dans les pays où la vaccination n'est pas suffisamment active, pour se rendre compte que la discussion d'aujourd'hui s'inscrit dans une stratégie globale qui a fait largement ses preuves. Et bien entendu, aujourd'hui, tout le monde connaît la vaccination contre la grippe qui doit être répétée tous les ans. Alors, un mot peut-être sur un point avant d'aller à la stratégie, c'est de s'adresser à cette remarque qu'on entend régulièrement, c'est de dire, bah, la Covid-19, c'est pas si terrible, la plupart des gens ont juste un peu le nez qui coule, ce n'est qu'un tout petit nombre de gens qui font une maladie sévère, il n'y a pas de raison d'en faire une priorité de santé publique et de le considérer comme une pandémie. Alors, pour approcher cette question, j'ai pris un exemple assez simple, qui est de comparer deux maladies qui ont leur lettre de noblesse, si j'ose m'exprimer ainsi, l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et la maladie d'Ebola. Alors, la grippe espagnole a tué à l'époque 3% des personnes qui l'ont faite, c'est-à-dire que 97 personnes infectées ont survécu sur 100 personnes qui ont contracté la grippe espagnole. Et pourtant, on estime qu'elle a tué en Europe entre 50 et 100 millions de personnes dans cette configuration. Alors qu'Ebola, dont le taux de mortalité est élevé, on l'estime autour de 60% en moyenne, a fait 20 à 30 000 morts, simplement parce que la contagiosité, la dissémination des deux virus n'est pas du tout comparable. Et si on devait appliquer les chiffres de la grippe espagnole à l'épidémie d'aujourd'hui, on obtiendrait pour la Belgique le chiffre assez effrayant de 340 000 morts. Et donc, notre stratégie de vaccination s'inscrit dans cette stratégie européenne qui nous a permis d'avoir des accès aux vaccins que la petite Belgique n'aurait probablement jamais pu obtenir toute seule. Et comme vous le savez tous aujourd'hui, bien entendu, la vaccination a démarré avec un premier vaccin à mRNA, qui est le vaccin Pfizer, et qui a été rejoint tout récemment, fin de la semaine passée, par une première livraison d'un autre vaccin, lui aussi mRNA, qui est le vaccin Moderna. Alors, dans la stratégie belge, même si elle est, et c'est sain, toujours discutée, remise en question, les professionnels de soins arrivent en deuxième ligne après les résidents et le personnel des maisons de repos, et c'est bien à cette catégorie-là que d'une part vous appartenez, et que d'autre part est consacré le séminaire d'aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'on est avec cette vaccination de la première ligne dans la première phase de la campagne de vaccination, c'est-à-dire celle où la vaccination est centralisée, alors que dans la phase 1B, on va installer des centres de vaccination répartis sur le territoire, centres qui serviront quand on quittera les groupes à haut risque pour offrir la vaccination à la population générale. Vu les conditions très strictes et très contraignantes de chaîne du froid, la vaccination est organisée autour de centres de vaccination. Alors en Wallonie, il y a 19 hubs hospitaliers qui sont les endroits où sont stockés dans les pharmacies les vaccins à moins 80 degrés. Et c'est à partir de ces structures hospitalières que le vaccin est livré sur le site de vaccination et qu'à partir du moment où on le décongèle dans l'hôpital, le chronomètre se met à tourner et il faut préparer, mettre dans les seringues individuelles et vacciner dans des délais très stricts. C'est la contrainte des vaccins mRNA qui est leur faible stabilité.
On a des conditions un peu différentes, mais comparables, on va le voir avec notre orateur tout de suite, pour le vaccin Moderna. Alors voilà, pour vous donner une idée, nous avons des mesures du nombre de personnes qui représentent chaque groupe de la population qui doivent être successivement vaccinées. La première ligne représente un gros 100 000, 110 000, 112 000 personnes en région wallonne, et pour l'ensemble de la région, c'est 2 800 000 personnes, parce qu'évidemment, on ne comptabilise pas les enfants, qui sont notre population cible, dont on a l'ambition de vacciner 2,2 millions pour obtenir cette fameuse immunité collective. Alors, vous voyez que la première ligne est dans les tout premiers groupes et que nous devrions démarrer dans le début février la vaccination en ce qui vous concerne, alors que le personnel hospitalier, en dehors de groupe test de cette semaine-ci, démarrera la semaine du 25 janvier. Voilà, début février pour ce qui concerne la première ligne de soins et les 112 000 personnes qu'elle concerne. Et vous voyez que cette première ligne concerne un grand nombre de professions. Certaines sont relativement bien structurées, bien organisées et pourront être, avec l'aide des organisations représentatives, je pense au cercle de médecins généralistes, je pense aux organisations de personnel infirmier ou les sages-femmes ou les dentistes ou les pharmaciens être touchés et convoqués d'une manière relativement aisée en collaboration avec le secteur. Pour d'autres, ce sera probablement un petit peu plus complexe. Alors, nous aurons trois grandes approches, puisqu'il s'agit d'une vaccination qui obligatoirement doit être collective, étant donné à la fois la contrainte de la ligne du froid, mais aussi le fait qu'il s'agit de doses de vaccins multiples, et les 19 hubs hospitaliers, 11 hôpitaux qui travailleront avec Moderna et qui ne seront pas ceux dans lesquels on a du vaccin Pfizer pour éviter les confusions entre deux médicaments très proches mais très différents, et nos deux premiers centres pilotes qui sont en cours d'aménagement à Bierzet et Ronquière, qui seront deux des 9 centres lourds de la deuxième phase de vaccination en région wallonne, seront les différentes structures mises à disposition pour cette vaccination. Voilà une carte qui vous montre qu'ils sont assez harmonieusement répartis sur l'ensemble du territoire wallon, et on en arrive évidemment à la question essentielle, qui est de savoir comment on réussit une campagne de vaccination. Ben, on l'a réussi avec 3 éléments. Un bon vaccin, et c'est là que je vais céder la parole à Ivan Latem pour qu'il vous en parle. Une communication qui suscite la confiance et l'adhésion, et la réunion d'aujourd'hui fait partie de cette stratégie. Nous passons énormément d'heures à dialoguer avec les différents secteurs, avec les maisons de repos, avec les résidents, avec le personnel, et on voit au cours des semaines l'adhésion à la vaccination croître dans ces groupes en particulier, mais aussi dans la population générale, et enfin une accessibilité aisée à la vaccination, et c'est ce que j'ai essayé brièvement de vous présenter. Alors, la quantité de vaccins dont la Belgique va disposer est largement suffisante, pour autant que nous n'ayons pas de mauvaises surprises au niveau de l'enregistrement des différents médicaments qui sont aujourd'hui en finalisation de leur expérimentation, mais les données que l'on voit des uns et des autres sont plus que rassurantes, sont plutôt même enthousiasmantes. Le problème est un problème de délivrance, de vitesse, qui fait que nous allons
effectivement pouvoir donner un grand coup d'accélérateur au deuxième quadrimestre de cette année, où nous devrions voir arriver des grandes quantités de vaccins avec, en plus de Pfizer, et vous savez que la Belgique vient de sécuriser 4 millions de doses supplémentaires pour ce deuxième trimestre, les doses de Johnson Johnson et d'AstraZeneca qui devraient être le corps des doses de vaccins nécessaires à vacciner en Belgique 8 millions d'individus, ça veut dire 16 millions de doses, un peu moins. Seul Johnson Johnson annoncerait un vaccin en une seule dose. Voilà. Et donc, je cède la parole au professeur Van Latem, que vous connaissez et qui est infectiologue, qui dirigeait le service, je pense, de médecine interne tout entier au CHU Saint-Pierre. Il me corrigera si je le promeus en dernière minute, et qui est aujourd'hui porte-parole fédéral avec beaucoup de pédagogie, dont je suis sûr qu'il va faire une fois de plus la preuve aujourd'hui. Je lui cède la parole en le remerciant chaleureusement de sa présence. Merci. Yves, the floor is yours. Oui, thank you very much, comme dirait l'autre. Merci Yvon. Non, tu m'as promu. Je n'ai jamais été vraiment le chef de service de médecine interne, mais ce n'est pas grave. Je préférerais plutôt le travail sur le terrain que ce travail administratif. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va essayer de parcourir ensemble un petit peu le comment et le pourquoi des vaccins actuellement disponibles. J'emploie là un kit de diapositives qui ont été faites par la personne qui a pris ma succession, Charlotte Martin, qui a fait ça avec beaucoup d'images et avec tout ce que la jeunesse actuelle peut mettre comme pétillant dans l'iconographie, en tout cas. Diapositive suivante. Alors, on ne va pas vous rappeler, enfin, si on le fera brièvement, c'est toujours comme ça qu'on commence la phrase, comme effectivement, voilà, non, ça c'est, voilà, merci. Que l'infection Covid est quelque chose qui a des formes extrêmement pléomorphes, qu'il y a bien sûr des gens qui ont des symptômes, mais il y a surtout un gros paquet de gens, 20, 30, 40, jusqu'à 50%, la littérature reste un peu ambivalente, qui sont paucisymptomatiques ou asymptomatiques, et malheureusement pour nous aussi transmetteurs de l'infection, que la transmission, vous le savez, se fait comme pour tous les virus respiratoires, par les gouttelettes, éventuellement par des micro-aérosols, par le contact direct et la transmission par les muqueuses, et qu'il s'agit d'un virus à ARN, comme le virus de la grippe, un point commun qu'il a avec la grippe, qui, comme tous ces virus à ARN, sont tout à fait propices à des mutations multiples, sont de très mauvais ouvriers qui font la réplication de ces virus et ils font des erreurs un peu à gauche et à droite, et ça explique que nous ayons autant de mutants, la plupart du temps sans importance, et par-ci par-là, on en parle assez, avec une importance comme dans le mutant entre guillemets anglais, même si ce nom est un peu immérité. Alors on sait que on a des impacts extrêmement variables, que certaines personnes ne goûtent plus leur café et c'est tout, que d'autres sont un peu grippées et c'est tout, et qu'enfin certaines se retrouvent malheureusement aux soins intensifs et décèdent. Pour les personnes qui se rétablissent, parfois avec des longues convalescences, des semaines difficiles et parfois des séquelles encore plusieurs mois plus tard. C'est un aspect de la maladie qu'on pourra mieux développer dans les mois et les années qui viennent. On ne le connaît pas encore bien pour l'instant. Et comme vous le savez aussi, au-delà de la santé individuelle, la maladie a mis en péril l'équilibre du système de santé global en menaçant plusieurs reprises de dépasser nos capacités hospitalières. Diapositive suivante, où vous voyez sur la prochaine diapositive les pics de l'épidémie dans différents pays, et vous voyez tout à fait à la droite la Belgique, là qui est en vert, la Belgique qui va moins mal que ce qu'elle a été à la mi-novembre, c'était l'époque de notre pic le plus important, plutôt mieux qu'un certain nombre d'autres pays qui ne sont pas encore tirés des flûtes, va-t-on dire, mais faisons attention à ce qu'on dit, parce que avec les variants actuels, avec la situation de la Belgique en plein milieu de l'Europe, petit confetti qui n'est pas une île isolée au milieu du Pacifique, il n'est pas évident que notre situation aussi favorable puisse être maintenue spontanément en dehors de l'impact du vaccin et de l'importance du vaccin, bien sûr. Diapositive suivante. Alors, impact que vous avez déjà entendu à la télévision, hein, c'est ce qu'on dit effectivement. Aux États-Unis, qui sont les plus frappés, cela équivaut à 15 Airbus qui s'écraseraient tous les jours. Ça ferait évidemment les grands titres de n'importe quel quotidien, et ça fait un peu les grands titres, même s'ils passent inaperçus. C'est un volume de décès colossaux. Chez nous, il était moins important, mais il est important puisque vous savez que, quelle que soit la raison, on n'y reviendra pas ici, nous avons une mortalité par 100 000 habitants parmi les plus importantes de la planète,
et ça reste un point extrêmement douloureux à supporter pour tous. Diapositive suivante. Sur lequel vous voyez l'état actuel des choses, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est au 18 janvier 2021, ben vous voyez dans le monde 84 millions de cas, et, ah non, je n'ai pas rectifié, excusez-moi, il y a 2 millions de décès dans le monde, mais par contre, les chiffres sont exacts pour la Belgique, c'est 678 000 cas aujourd'hui, dont 50 000 hospitalisations depuis le début de l'épidémie, et on est à 20 500 morts à peu près, ce qui est pour le moins colossal. Diapositive suivante. Alors, la courbe de mortalité, vous la revoyez ici, ce sont ces dents brunes que vous voyez, celles du mois de mars-avril. Un petit pic au milieu de l'année là, c'est pas le virus, c'est l'épisode de canicule. Et alors, la deuxième courbe de mortalité, un peu plus étalée, mais plus longue, qu'on a connue avec la deuxième vague de l'épidémie. Diapositive suivante. L'impact, et on le sait, n'est pas qu'un impact de santé immédiat, c'est un impact économique avec des faillites, c'est un impact avec des dépressions, avec des personnes qui se trouvent dans des situations de violence familiale éventuellement. C'est la perturbation de notre structure sociale, culturelle, sportive au sens large du terme. C'est le fait que certaines pathologies n'ont pas pendant certains mois pu être prises en charge convenablement. On songe à certains cancers ou des pathologies cardiaques par exemple. C'est l'impact sur la scolarité et la sociabilité de nos enfants. C'est l'impact sur les croyances, les maisons de culte, que ce soit les mosquées ou les églises qui sont fermées. Enfin, c'est un impact dans tous les sens et pas simplement sur la santé publique. Diapositive suivante. Avec la notion que nous sommes maintenant partis, et on est bien parti puisque nous avons maintenant plus de 100 000 vaccinations déjà faites au niveau du pays, sur l'envie, la nécessité, j'ai envie, c'est plus que l'envie, d'avoir une vaccination importante, au moins 70%, peut-être même 80% avec les nouveaux variants de la population, de manière à obtenir ce qu'on appelle communément une immunité de cohorte, une immunité de groupe, qui nous permet de dire quoi? C'est le haut de la figure que vous avez à votre gauche, qui vous montre des individus sains en vert et un individu malade au milieu. Eh bien, il risque d'infecter pas mal de personnes. Et il va, lui, peut-être s'en sortir, mais infecter d'autres qui deviennent jaunes et en tuer certains par l'infection qui sont en noir. Si vous avez sur le bas de l'image un individu malade au milieu de gens qui sont soit non malades en vert, soit immunisés en bleu, eh bien le virus du monsieur jaune vers les autres va passer beaucoup plus difficilement parce qu'il va tomber sur des gens immunisés et donc il ne va infecter que peu de personnes et probablement donc en tuer beaucoup moins. Et c'est le principe de cette immunité de cohorte. On a calculé par rapport à ce type de virus-ci qu'il faudrait 70% de la population, comme l'a dit Yvon. On craint malheureusement que si le variant anglais prend la dominante, on doit vacciner 80% de la population. Raison de plus pour bien faire. Diapositive suivante. Alors, vous voyez que si on voulait s'en sortir autrement, et c'était ce mythe de l'immunité naturelle, il faut laisser aller les choses, il faut qu'on fasse sa maladie, et puis après ça, bien, ça ira mieux, on n'a pas besoin du vaccin. Mais vous voyez que les calculs nous prédisent que si on veut faire ça pour la Belgique, qui en partant du bas, et comme vous le voyez à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e place, eh bien, il nous faudrait avoir, le 0,1, ça veut dire 100 000 morts, il nous faudrait avoir quelque part dans les 80 à 90 000 morts. Calcul un peu simpliste, pour l'instant 15% de la population est immunisée et nous avons 20 000 morts. Imaginez ce qu'il faudrait pour avoir 80% ou 90%, eh bien il nous faudrait effectivement probablement entre 60 et 80 000 morts supplémentaires et je pense que personne d'entre nous n'a envie de voir ce genre de choses-là. Diapositive suivante. La vaccination, dans ce contexte, est la seule solution pour s'en sortir. Sans ça, on aura une hécatombe supplémentaire avant qu'on puisse éventuellement s'en sortir. Diapositive suivante. Alors, les vaccinations ont été développées de par le monde avec plus de 200 vaccins qui sont en voie de développement, avec plein d'études cliniques et surtout 11 vaccins qui sont en phase finale, en phase 3 d'essais cliniques, dont plusieurs maintenant sont sur le marché. Et en Europe, on a effectivement 2 vaccins qui ont été reconnus, prêts à être mis sur le marché. Dans d'autres pays comme l'Angleterre, il y a 3 vaccins qui sont mis sur le marché. Ce sont des vaccins qui sont basés sur une technique nouvelle, comme celle ARN messager. C'est celle qu'on va essayer de vous expliquer en quelques minutes. D'autres qu'on ne va pas expliquer ici, qui sont des virus qui ne se multiplient pas. Et enfin, une troisième possibilité, les bonnes vieilles protéines, comme dans beaucoup de vaccins, qui n'arriveront pas avant la fin de l'année et dont il est trop tôt de parler pour l'instant. Diapositive suivante.
Alors, vous voyez ici les colonnes avec les différents noms des vaccins. Et ce qui va vous intéresser, c'est le vaccin marqué Pfizer qui se trouve ici au milieu. C'est la dernière colonne marquée Moderna. Yvon vous a déjà dit un petit peu la quantité de vaccins qui a été commandée. Vous voyez que leur taux d'efficacité pour ces deux vaccins est marqué en grand, là, 95%, 94% et demi. Ce sont des taux d'efficacité dans les études cliniques. On attend maintenant à voir si ça se reflète bien, et on l'espère, dans la vraie vie, bien sûr. Ils sont basés sur cet ARN dont je vous parlais dans quelques instants. Ces vaccins s'administrent en 2 doses, à 3 ou 4 semaines d'intervalle, et ils sont marqués, on va voir pourquoi dans quelques instants, c'est le bas des lignes chaque fois, par un stockage un peu compliqué. On a tous vu au TV journaux, ces super congélateurs à moins 70 degrés pour un des vaccins, et pour le deuxième vaccin qui se trouve à moins 20 degrés. C'est plus facile, mais ça reste un surgélateur, c'est pas le frigo classique. On aura plus ce genre de problème avec les vaccins futurs. C'est bien, Yvon, tu as bien fait de passer. Alors, la diapositive suivante montre un peu l'échelle du temps et les différents vaccins qui vont être employés. Ils vont vous en parler, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Nous sommes ici effectivement dans le courant du mois de janvier. Nous sommes, comme le montre Yvon, avec le vaccin de Pfizer et de Moderna, centré sur les hôpitaux pour l'instant, et qui va déborder comme ça du personnel hospitalier, le personnel extra-hospitalier, médicaux, paramédical au sens large du terme, et puis on va débuter la population générale au mois de mars, et ça aussi, ils vont vous en a parlé avec les gens de plus de 65 ans et les gens qui ont des problèmes de santé. Diapositive suivante. Alors, comment tous ces vaccins ont-ils pu être faits si vite? Puisque c'est le gros reproche. Lorsqu'on parlait des vaccins au mois de novembre, les gens criaient « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez nous injecter des choses développées en quelques mois ?» On a un peu le paradoxe pour l'instant. Une partie de la population nous dit « Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu mes 2 vaccins, déjà un dans chaque épaule ?» Alors, pourquoi et comment ça a été créé si rapidement? Ce qu'il faut reconnaître et ce qu'il faut se souvenir, c'est marqué sur le petit texte à gauche que je vais vous résumer, c'est que d'une part, on se base sur des techniques qui ont progressé énormément durant les 10-15 dernières années. On a pu avoir le génome, la structure de ce virus, quelques jours seulement, au début janvier, après qu'on ait identifié le virus. C'était quasi impensable, il y a 10-15 ans, de percer ainsi le secret d'un agent pathogène en quelques jours de temps et de le diffuser largement à travers toute la planète, vers toutes les universités, tous les laboratoires, grâce aux techniques électroniques. On a pu se baser aussi sur des plateformes, dont on va discuter, nouvelles, de développement de vaccins, qui étaient déjà efficaces, entre autres pour des vaccins au niveau vétérinaire et pour différents vaccins qui ne sont pas encore commercialisés sur des maladies exotiques comme le Zika, vous avez entendu parler de ça, la dengue, le chikungunya, et qui sont en phase terminale actuellement de mise au point, mais qui ne sont pas encore sur le marché. On a pu se baser sur le fait qu'on avait connu 2 malheureuses épidémies qui ne nous avaient pas touchés ici en Belgique et en Europe, le SARS et le MERS, liés aussi à des coronavirus, et qui ont la même voie d'entrée dans les cellules que notre coronavirus, cette petite protéine de pointe, en anglais la spike protéine. Elle est un peu différente selon le virus, mais très peu, et donc on connaissait déjà la clé d'entrée, on connaissait déjà la cible qu'on avait besoin pour développer un vaccin. Les équipes scientifiques, pour des raisons à la fois de santé publique et de prestige du monde entier, se sont jetées là-dessus, beaucoup plus que pour une maladie classique. Lorsqu'on a eu les vaccins, les volontaires se sont pressés au portillon, faisant qu'en 48 heures de temps, toutes les firmes avaient tous les volontaires nécessaires pour faire toutes leurs études. On a pu compresser, je vous montrerai dans quelques instants, le processus administratif, on ne l'a pas simplifié. Toutes les démarches, toutes les étapes ont été respectées. Simplement, on a enlevé toute cette grande lourdeur administrative qui est une des caractéristiques de l'administration pour avoir un médicament ou un vaccin reconnu sur le marché. Et surtout, les États, en versant des milliards d'euros, des milliards de dollars, les firmes ont commencé à produire des vaccins avant même que l'on ait l'agrément des systèmes de santé. Elles l'ont produit en se disant qu'au pire, on allait tout détruire, mais que si le vaccin passait le cap, comme le Moderna, comme le Pfizer, on avait du vaccin disponible rapidement et pas 6 mois, 1 an après que le produit ait été reconnu valable sur le plan scientifique. Diapositive suivante, qui vous montre une photo de ce coronavirus avec sa couronne de petits picots que vous voyez autour. Certains le compareront comme moi à une praline. Quand on est belge, on aime bien les comparaisons de ce style-là. Et si on passe à la diapositive suivante, on se rend compte effectivement, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, que ces petits machins jaunes, ce sont ces fameuses spike protéines, ces petites aiguilles plantées comme on planterait des aiguilles dans une praline justement, qui sont les clés d'entrée
du virus dans nos cellules. Et c'est le bout de cette spike protéine qui sert pour nous injecter, quand on l'a en nous, développer des anticorps et des cellules qui reconnaissent cette protéine de manière à la bloquer et à l'empêcher d'entrer justement dans nos cellules pour y faire les dégâts que l'on sait. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un développement? Eh bien, dans un développement, il y a une phase de départ dans laquelle on voit au laboratoire ce qui se passe simplement. Puis, on fait des cultures cellulaires, on l'injecte à des souris, et puis on l'injecte à des plus gros animaux. Et puis, après tout ceci, qui prend des années, on l'injecte à quelques dizaines de personnes en phase 1, à quelques centaines de personnes en phase 2, à quelques milliers de personnes en phase 3. Et puis, on soumet tout ça aux autorités d'enregistrement, qui est ici l'EMA pour l'Europe, effectivement. Et puis après ça, on construit ses usines et on produit son vaccin. Et ainsi se passe un temps considérable. Toutes ces étapes ont été remplies dans le cadre des vaccins qui sont administrés maintenant. Aucune n'a été sautée. Simplement, elles se sont enchaînées dans une chronologie parfaite, alors que d'habitude, elles sont entachées d'une trop grande lourdeur, il faut le bien dire, mais c'est un peu la tradition dans ce domaine. Diapositive suivante. Où vous voyez effectivement que si en haut, un vaccin classique met 7 ans, 8 ans, 10 ans et parfois plus pour être produit, simplement en faisant travailler tout le monde ensemble, eh bien on parvient ici en une année à faire la même chose. Vous donnez une idée, d'habitude les scientifiques d'une firme développent un vaccin dans leur coin, font un beau dossier, l'envoient aux autorités d'enregistrement et quelques mois plus tard, ils ont une réponse en leur demandant des précisions. Cette fois-ci, les données étaient partagées d'emblée entre les gens des firmes et les autorités d'enregistrement qui pouvaient les regarder online, demander des modifications si nécessaire, sans toute cette lourdeur administrative. C'est un exemple parmi de nombreux dans la rapidité avec laquelle le vaccin a pu être développé. Diapositive suivante. Alors, vous voyez donc qu'on est devant des nouvelles plateformes, des plateformes à base ici d'acide nucléique pour le Pfizer et le Moderna. Qu'est-ce qu'elles ont comme avantage, ces plateformes? Elles ont l'avantage de pouvoir produire extrêmement vite des quantités colossales. Aucune firme, Pfizer le dit pour 2021, n'aurait été capable de produire 2 milliards de vaccins la première année de son développement. C'était totalement impensable. On aurait produit au maximum 10% de ça. Les techniques ARN permettent un développement colossal en quantité et permettent, on le verra, des modifications si nécessaire extrêmement rapides si le virus venait à muter. Alors que les techniques classiques sont beaucoup plus time consuming, comme on le dit, beaucoup plus lentes. C'est un tanker par rapport à un petit voilier de course. Et ici, le petit voilier de course, eh bien, c'est un petit peu les techniques à acide nucléique. Diapositive suivante. Alors, est-ce que, en faisant ça, on va modifier votre code génétique? Est-ce qu'on entre dans vos chromosomes? Est-ce qu'on va faire des choses qui fait que vous aurez éventuellement des taches bleues et une oreille qui va tomber, ou que ce sera comme ça dans votre descendance? Nous parlons ici d'ARN messager, nous ne parlons pas ici d'ADN, et c'est une des grosses différences. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est que ça, que l'ARN messager? Eh bien, on injecte finalement à l'individu un plan, un mode d'emploi pour synthétiser lui-même à l'intérieur de son corps ce petit antigène, cette petite structure du virus qui va permettre à notre immunité de faire des anticorps contre cette structure et de la bloquer. C'est nous-mêmes qui allons construire cette spike protéine plutôt que de nous la donner. Et en faisant ça, on nous donne un mode d'emploi. On ne nous donne pas le grand architecte qui va en même temps, qui serait capable de modifier nos chromosomes. Nos chromosomes, nous, êtres humains, c'est de l'ADN, ce qui n'est pas du tout la même chose que de l'ARN. L'ARN que l'on injecte d'ailleurs n'entre pas dans le noyau de la cellule. Il reste dans le reste de la cellule, il est incapable d'entrer dans le noyau de la cellule. Et ce qu'on injecte, c'est non plus pas un virus. Donc on est dans l'impossibilité, par définition, de donner la maladie en même temps qu'on fait l'injection. Pour ceux qui auraient peur des adjuvants, on n'a pas besoin d'adjuvants ici. Donc, il n'y a pas de structure chimique autour qui soit là pour multiplier l'efficacité du virus. Et ce petit ARN, ce petit plan que nous fournissons, eh bien, il fait son boulot pendant quelques jours. Et au bout de 3, 5, à maximum 7 jours, on a effectivement une disparition totale de cet ARN messager qui est détruit par des enzymes que nous avons tous en nous. Il a fait son boulot, il a produit cette petite protéine, elle a été présentée à notre immunité, et notre immunité peut alors faire son boulot de son côté. Diapositive suivante.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage, c'est que c'est donc facile, c'est rapide à produire en grande quantité, on l'a dit, mais que ces structures d'ARN sont extrêmement fragiles. C'est comme un plant, s'il y a du vent et s'il y a de la pluie, votre plant, il fout le camp et il se déchire. Donc, il faut le protéger. Et il faut le protéger comment? Il faut le protéger en mettant des bulles de lipides autour, de la graisse autour. Et pour que ça soit bien stable, il faut le faire à très basse température. D'où les moins 20 degrés du Moderna, d'où moins 70 degrés pour le vaccin Pfizer. Ce vaccin produit une réaction immunitaire bien complète, c'est-à-dire des anticorps et aussi des cellules capables de tuer nos cellules infectées, de manière à ce que le virus qui s'y cache pendant quelques heures ne puisse pas s'y développer. Bien sûr, si on le conserve mal, si vos frigos et surgélateurs fonctionnent mal, eh bien le vaccin, c'est de l'eau distillée. Il n'y a rien dedans, c'est complètement détruit. C'est de la pape, va-t-on dire, et ça n'a pas d'efficacité. D'où l'importance d'avoir un trajet de transport, de conditionnement du vaccin extrêmement lourd, comme on l'a vu, et comme ils vont vous l'expliquer avec les hubs, avec les transports surgelés et autres choses du même style. Il n'y a pas d'adjuvant, ça fait peur à certains, c'est un bon point. De l'autre côté, localement, ça donne des effets secondaires. Peu important chez les personnes âgées, on a vu qu'actuellement en Belgique, il y a extrêmement peu de gens qui ont rapporté des problèmes. On a une douzaine de personnes qui ont dit qu'elles avaient un peu mal ou la température. Aux États-Unis, c'est 0,2% des gens qui se plaignent, beaucoup moins que dans les études cliniques. Et d'autre part, on n'a pas d'interaction avec le génome, comme on l'a dit, ce qui est un point extrêmement important, même si ces techniques ne sont pas connues du grand public, parce qu'effectivement, elles se développaient encore actuellement pour des vaccins qui ne sont pas encore sur le marché. Diapositive suivante. Ils sont donc identifiés déjà depuis de très nombreuses années comme étant des bons vaccins pour faire un vaccin rapidement en cas de pandémie, et malheureusement pour nous, le Covid nous permet de prouver que c'est bien le cas. Diapositive suivante. Alors, quelle efficacité? Bon, on va le voir directement. L'efficacité est importante. L'efficacité, vous le voyez ici au milieu. On a pour les vaccins comme Moderna 94%, le Pfizer 95%, le vaccin russe dit qu'il a 92%, l'AstraZeneca, on en parlera une autre fois. Les vaccins de la grippe, comme vous savez, c'est très variable, de quelques dizaines de pourcents à 60% maximum. Et les meilleurs vaccins connus actuellement, rougeole, rubéole et polio, 97-99%. Donc on n'est pas loin des meilleurs vaccins produits. On est beaucoup mieux que les vaccins contre la grippe, par exemple. Diapositive suivante. L'efficacité du vaccin Pfizer, qui s'appelle Comirnaty, oui, c'est un drôle de nom, 95% d'efficacité, testé sur énormément de monde. Pratiquement 20 000 personnes ont reçu le vaccin et 20 000 personnes ont reçu un placebo. Pas mal de gens étaient des personnes plus âgées, de plus de 55 ans. Pas mal de gens, au moins un tiers, étaient obèses. Et on sait que l'obésité, l'âge sont des facteurs de risque. Donc, il a vraiment été essayé chez les gens potentiellement à problème. Et vous voyez qu'il a permis de montrer, ce vaccin, qu'on n'avait qu'un cas de Covid sévère chez le vacciné contre 9 dans le bras placebo, qu'on avait 8 cas de Covid banal chez les vaccinés contre 162 sur le placebo. Ça montre donc cette belle efficacité qui est la courbe rouge que vous voyez là. Eh bien, on voit qu'au bout d'une dizaine de jours, 10-12 jours, après le premier vaccin, on a déjà une cassure totale de la courbe et que la deuxième vaccination ne fait que renforcer l'effet, alors que malheureusement les non-vaccinés, c'est la courbe bleue, ça augmente très régulièrement au cours du temps. Diapositive suivante. Que peut-on dire? Vas-y, diapositive suivante. Voilà. Que peut-on dire pour les personnes âgées de plus de 75 ans, c'était encadré en rouge? Bien, vous voyez que même si la quantité est toute petite, 770, donc ce n'est pas significatif au point de vue scientifique, mais premier indice, aucune d'entre elles ne fait une infection chez les vaccinés, et 5 en font si on n'est pas vacciné. Il a l'air de garder son efficacité chez les personnes plus âgées. Diapositive suivante. Le vaccin Moderna, eh bien, il vous montre exactement le même genre de courbe. Vous les devinez sur les côtés gauche de la diapositive. Ils ont 30 cas de Covid sévères dans le groupe placebo. Ils n'ont pas de Covid sévère dans les gens qui sont vaccinés. Chez le placebo, il y a malheureusement même un des volontaires qui va décéder. Et donc, on voit que là aussi, la protection contre les formes graves est extrêmement importante. Et ce sont les formes graves qu'on veut éviter, bien sûr, tant pour le décès de l'individu que pour l'encombrement du système de santé, des soins intensifs, entre autres. Diapositive suivante. Combien de temps va-t-il protéger, ou pardon, combien de temps après la première vaccination est-il efficace? Dès 10 à 12 jours après, on a une efficacité. Pendant plusieurs semaines à plusieurs mois sans doute.
Elle est maximale après 1, 2, 3 semaines après la deuxième dose. Mais dès 10-12 jours après la première dose, vous avez déjà pratiquement 90% d'efficacité. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Diapositive suivante, on arrive pratiquement au bout des choses. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que tout le monde va voir, les petits, les vieux, les dames, les messieurs, une moustache ou autre chose qui va pousser? Non, malheureusement, pour certains, qui devraient peut-être en avoir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Diapositive suivante. Que voit-on? Eh bien, les effets secondaires qui sont dans l'étude des douleurs locales, des rougeurs, un peu de fièvre, des maux de tête, vont être présents là assez fréquemment, mais remarquablement peu fréquemment dans la réalité, puisque, comme je vous le disais, c'est moins d'1% dans la réalité aux États-Unis et c'est moins d'1% dans la réalité actuelle en Belgique sur les 50 premiers 1000 personnes qui ont reçu la vaccination. Diapositive suivante. On l'a vu, diapositive suivante, puis c'est un renforcement. Alors, on a ça quand? Eh bien, on a ça un jour, le soir de la vaccination ou le lendemain. Ça dure 2-3 jours au grand maximum. Un tiers des gens à peu près prennent un peu de paracétamol pour faire disparaître les symptômes. On a un peu plus d'effet après la deuxième dose qu'après la première. Et vous, membres du personnel, vous aurez un peu plus d'effet que par exemple les résidents de maisons de repos. Plus on est âgé, moins on a d'effets secondaires. Il faut quand même que l'âge ait certains avantages à certains points de vue. Diapositive suivante. Est-ce qu'on a des gros effets secondaires au long cours, des trucs bizarroïdes? Diapositive suivante. Eh bien là, tout ce que l'on sait, c'est que pour la vaccination en général, les effets secondaires, dans 95% des cas, apparaissent en ayant les 6 semaines. Or, dans les études fournies pour l'enregistrement, il y avait une nécessité, c'est que tous les gens qui étaient soumis à l'enregistrement des études devaient au moins avoir 2 mois depuis leur dernière dose de vaccin. Et donc, par précaution, on avait pris un temps supplémentaire par rapport à ce qui recouvre l'immense majorité du timing de l'apparition des effets secondaires. Maintenant, même si on met 20 000 personnes qui reçoivent le vaccin, ben, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 10 millions. Donc, il y aura peut-être des effets secondaires extrêmement rares qui vont apparaître. Ce n'est pas impossible, d'où la surveillance extrêmement forte qui est prévue au niveau international pour voir si quelque chose apparaît. Mais ces effets extrêmement rares sont peu de choses par rapport aux dégâts, on le sait, que la maladie peut occasionner. Diapositive suivante. Aperçu hebdomadaire que l'on a maintenant par l'Agence du médicament, c'est elle qui est chargée en Belgique de faire le suivi en question. Et nous aurons toutes les semaines un aperçu qui sera communiqué et publié sans aucun artifice. Diapositive suivante. Alors, est-ce qu'il y a des réactions allergiques? Il y a parfois, diapositive suivante, quelques réactions allergiques. Il faut faire attention et surveiller les gens pendant 15 à 30 minutes. Et c'est prévu dans tous les protocoles. De rares personnes, celles qui ont des allergies aux composants du vaccin, des gens qui ont fait des allergies graves à des vaccins. Une allergie grave à un vaccin, c'est pas un petit chatouillement, c'est une gourme. C'est quelqu'un qui a fait un choc anaphylactique, qui a eu un œdème qui l'a empêché de respirer. C'est extrêmement rare dans la population générale. Ces gens-là peuvent avoir des problèmes avec ce vaccin comme avec d'autres. C'est à peu près une personne tous les 100 000 personnes. Et donc, il faut simplement bien interroger la personne pour connaître ses antécédents allergiques. Pas 3 boutons après du clamoxyl, hein, on est bien d'accord. Pas une allergie aux fraises ou au venin d'abeille. On parle ici d'une allergie médicamenteuse et bien sélectionnée. Diapositive suivante. Est-ce qu'il y a un problème pour la femme enceinte? Diapositive suivante. Alors, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème pour la femme enceinte par rapport à ce type de vaccin. Par précaution, parce que sur des bases d'études animales, entre autres, il n'y a absolument rien d'anormal qui a été perçu. Par précaution, on propose effectivement de voir le bénéfice-risque chez la femme qui est enceinte ou qui voudrait devenir enceinte avant d'injecter le vaccin, mais rien dans son mode de fonctionnement ne nous fait penser que ça puisse poser un problème. Il faut simplement savoir que nous proposons, entre autres en Belgique, d'attendre 2 mois après le deuxième vaccin pour devenir enceinte par pure mesure de précaution, pas parce qu'il y a une piste de risque de quoi que ce soit. Diapositive suivante, je pense qu'on est dans les dernières diapositives. Est-ce qu'on se fait vacciner quand on est malade? D'habitude, non, vous le savez, c'est une précaution pour tous les vaccins de manière à ne pas mélanger les effets secondaires du vaccin avec les symptômes de la maladie. On propose donc d'attendre 2 semaines par rapport à quelqu'un qui serait malade du Covid, par exemple, ou d'attendre qu'on ne soit plus avec 38 parce qu'on a attrapé un autre virus, si autre virus il y a. Diapositive suivante. Est-ce qu'on doit se vacciner si on a déjà fait la maladie? C'est mieux. C'est mieux parce que ça permet de relancer votre immunité, de la fortifier. On a vacciné plein de gens qui avaient déjà fait la maladie. Ils n'ont pas eu d'effets secondaires particuliers. Ils n'ont eu aucune caractéristique autre qu'une bonne augmentation de leur immunité et donc sans doute une prolongation
de leur immunité. C'est la raison pour laquelle, comme beaucoup de pays, nous proposons de vacciner aussi les gens qui ont déjà fait l'infection pour améliorer leur moyen de défense et le rendre probablement plus durable. Diapositive suivante. Est-ce qu'on peut être contagieux? Ben, certainement pas à cause du vaccin, puisqu'on ne vous donne pas le virus. Mais par contre, diapositive suivante, nous ne savons pas actuellement si la personne qui est vaccinée est incapable d'attraper le virus de quelqu'un d'autre, de le garder pendant 24 heures dans sa gorge, de ne pas être malade elle-même parce qu'elle est protégée, mais de le transférer à quelqu'un d'autre. Et c'est cette caractéristique qui nous manque encore pour ce vaccin-ci, qui fait qu'on demande malgré tout aux gens de garder les précautions, de garder les masques par exemple, parce qu'on n'est pas certain qu'elles deviennent stériles par rapport au passage du virus par ses voies respiratoires. Diapositive suivante. Combien de temps dure la protection? Eh bien, on n'en sait rien. On sait simplement que la protection naturelle dure au moins 8 mois. On pense que la protection vaccinale durera plus que 8 mois, surtout si on a bien les 2 injections. Et on a déjà beaucoup d'éléments pour nous faire penser qu'on construit une immunité robuste, tant cellulaire qu'humorale. Mais seul l'avenir, comme pour tous les vaccins, nous donnera la durée de la protection. Et je pense que nous sommes, si je ne me trompe pas, au bout de l'exposé. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on peut l'adapter aux variants du virus? C'est une question que vous allez sans doute me poser. Eh bien oui, l'avantage de ce type de plateforme, c'est qu'on pense actuellement que si nécessaire, si nous avions tout d'un coup un variant extrêmement gênant qui ne réponde pas au vaccin actuel, en 6 semaines de temps, à peu près, moins de 2 mois, les usines seraient capables de lancer un nouveau vaccin. Bien sûr, il faudrait le produire en grosse quantité. Bien sûr, cette production mettrait quelques mois. Mais en très peu de temps, on pourrait faire un nouveau vaccin grâce à ces nouvelles plateformes, chose totalement impensable avec les anciens vaccins. Et je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, Yvon, et c'est la place aux questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yves. Je vous propose de basculer tout de suite dans le chat où je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été enregistrées et on va peut-être essayer de répondre à celles pour lesquelles on n'a pas une réponse dans l'exposé lui-même. Donc la première concerne l'organisation de la vaccination de la première ligne. On nous demande si les services d'aide familiale, les infirmiers à domicile seront inclus. La réponse est oui. Et les services externes de prévention et de médecine du travail font l'objet aujourd'hui d'une attention par rapport à cette stratégie de vaccination de la première ligne, parce qu'il faut évidemment qu'on ait un accord au niveau fédéral sur les groupes qui seront vaccinés aussi bien au nord, au centre qu'au sud du pays. La vaccination, comme je vous l'ai expliqué, se fera dans une série de centres hospitaliers, d'extra-hospitaliers, avec le concours de la première ligne elle-même. Et nous avons cette semaine des rencontres avec les cercles de médecins généralistes et avec le collège de médecine générale pour évoquer de manière très concrète l'organisation de cette phase de la vaccination. Nous avons déjà rencontré les hôpitaux qui se sont montrés extrêmement collaborants à participer à cette phase, puisque une bonne partie de ces vaccinations se feront dans les structures hospitalières très proches des vaccins, puisqu'on est toujours avec cette très forte contrainte de la chaîne du froid. Et donc, c'est de cette façon-là que les choses seront organisées. Alors, la phase 2, c'est-à-dire la population générale, on a une idée déjà relativement précise. Donc, on estime que la phase 1B démarrerait entre mars et mai, probablement au début avril, et que 1 mois et demi plus tard, on pourrait enclencher la phase 2. Le but aujourd'hui étant, si les vaccins suivent, d'avoir vacciné tout le monde pour la fin de l'été.
On a répondu, je pense, pour les femmes enceintes, pour les projets de grossesse, ce que l'on recommande. Alors, ce n'est pas nous qui le recommandons, ce sont les recommandations internationales. C'est d'attendre 2 mois après la vaccination pour arrêter la contraception. C'est une sécurité. Maintenant, on sait déjà qu'on a dans les presque plus de 30 millions de personnes vaccinées dans le monde avec les vaccins mRNA, toute une série de grossesses qui sont en cours et qui nous donneront très vite des données. C'est comme ça que pour tous les vaccins, c'est construit progressivement la reconnaissance que les vaccins ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse. En tout cas, on a eu il y a maintenant 3 semaines, je pense, la première publication de toxicologie sur l'animal de laboratoire concernant les grossesses et toutes ces données sont tout à fait rassurantes. Alors, on n'est pas en avance, c'est vrai, on n'est pas non plus en retard. Il faut ramener le nombre de vaccinations à la taille de la population. Tous les pays d'Europe sont à peu près au même régime, puisque les vaccins sont distribués en termes de en fonction de leur population et les aspects pratiques de la vaccination, comme je vous l'ai annoncé juste avant, sont en route de discussion avec les représentants de la médecine générale, entre autres, mais aussi des hôpitaux. Alors, les patients à risque, là je laisserai peut-être la parole de nouveau à Yves sur la question des groupes à risque, donc des priorités non plus sur l'âge mais sur les maladies. Oui, tout à fait, Yvon. Donc, en pratique, on sait que très peu de gens sont morts à moins de 65 ans. Vous savez que 5% de la mortalité à moins de 65 ans, mais malgré tout, c'est 5%. Et dans les moins de 65 ans, une partie des gens ont été aux soins intensifs, ce qui est loin d'être agréable. Alors, dans ces personnes-là, la majorité, 80%, avaient ce qu'on appelle des pathologies sous-jacentes. Certaines d'entre elles sont assez faciles à déterminer parce que fréquentes dans la population, par exemple, comme l'obésité, comme des pathologies pulmonaires chroniques et des choses ainsi, des pathologies hépatiques chroniques, rénales chroniques. D'autres sont plus difficiles à évaluer. Il fallait des grosses quantités de données, il fallait attendre des données internationales. On s'est rendu compte récemment que les trisomiques 21, donc les Mongols par exemple, ont un très haut risque de faire des complications. Et c'est sur base à la fois des données belges lorsqu'on avait assez de cas et des données internationales lorsqu'on avait moins de cas que le Conseil supérieur de la santé a, durant les dernières semaines, fait des recommandations qui sont maintenant soumises à la task force et qui seront publiées dans un avenir extrêmement proche sur les groupes qui sont le plus à risque et qui devraient être vaccinés avant les autres personnes de la même classe d'âge. Parce qu'il faut bien souligner que l'âge est le conducteur le plus important de la mortalité et des complications. Avoir 67 ans est plus à risque, et en bonne santé, est plus à risque que quelqu'un de 48 ans qui a de la bronchite chronique et un diabète, par exemple. Et donc, au sein des gens entre 45 et 65 ans, et au sein d'une minorité des personnes entre 18 et 45 ans, on a ainsi déterminé ceux qui avaient plus de risques que les autres. Ces personnes vont être sélectionnées sur base à la fois de macro-données qui sont des bases de données, comme le registre du cancer, par exemple, à la fois sur base de données qui sont reprises dans les dossiers médicaux globaux que vous avez, et elles vont effectivement être ainsi informées par une lettre et ou d'autres moyens de leur sélection, par cette double voie d'entrée, de manière à essayer d'arriver au maximum à un code bien précis pour une personne qui lui dit « Monsieur, Madame, vous avez des facteurs de risque qui vous exposent à plus de risques d'eux, vous êtes donc invité à venir vous vacciner à telle période, etc., etc. » avec, que je sache, ils vont un contact probable avec le médecin traitant, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles, ou éventuellement avec des centres spécialisés. On pense ici les greffés, par exemple. Il est clair que les centres spécialisés auront un impact certain. Je te passe la parole pour compléter ça. Oui, donc cette procédure n'est pas simple. Il y a un groupe de travail au sein de la task force interfédérale
qui est occupé à définir une méthode qui permette à l'échelle de tout un pays d'identifier et d'inviter les personnes qui appartiennent au groupe à risque à être vaccinées. C'est Yann de Mazener, qui est le professeur de l'Université de Gand, qui préside ce groupe et qui fait appel effectivement d'une part au dossier de la médecine générale, d'autre part aux banques de données, dont la banque de l'agence intermutualiste qui a bien sûr les prescriptions de médicaments qui peuvent identifier des personnes qu'on peut alors inviter, non pas en identifiant leur maladie pour protéger le secret professionnel, mais simplement en disant qu'ils appartiennent à un groupe qui a un accès prioritaire à la vaccination et de l'inviter dans un des centres, des 54 centres pour ce qui concerne la Wallonie, dont je vous ai parlé au début de l'exposé. Alors, la conférence ici, comme tous les webinaires, sera mise en ligne sur le site de la VIC, mais la délégation générale a mis au point un set de diapositives qui est à la disposition en libre accès pour l'ensemble des professions de la santé qui veulent faire des exposés et motiver leur entourage à se faire vacciner dans cette phase très importante de la campagne qui est la vaccination du personnel de santé, très importante d'abord pour vous protéger, vous qui avez été quand même énormément exposé au cours des mois passés et qui avez pris des risques pour vous et pour votre famille pour soigner les autres. D'autre part, bien sûr, pour mettre à l'abri nos structures de santé en cas de troisième vague d'une paralysie liée au nombre de gens qui sont malades ou infectés. Et enfin, ne l'oublions pas, parce qu'il y a une valeur d'exemple. Toutes les études de motivation montrent que le personnel de santé est le premier conseiller que la population générale écoute bien plus que nous. Et donc, c'est très important d'avoir un bon succès de la vaccination dans cette population. Et donc, on a aussi un peu cette idée qu'il y a un rôle citoyen pour nos professions à encourager à une vaccination massive dont nous sommes convaincus qu'elle est la meilleure voie. Je ne sais pas si c'est la seule, mais en tout cas la meilleure pour sortir de la pandémie dans laquelle nous sommes englués depuis maintenant bientôt une année. Nous avons répondu que les aides familiales, en réalité, la sélection de la première ligne a été faite sur l'exposition aux personnes infectées et non pas sur des hiérarchies de diplômes ou de fonctions. Et donc, les aides familiales sont effectivement reprises dans les personnes prioritaires pour la vaccination de la priorité. Les ambulanciers, oui. Donc, en fait, si vous voulez, y compris d'ailleurs pour les hôpitaux, on a prioriser les personnes exposées et peut-être moins les agents administratifs qui sont dans des bureaux qui ne sont pas plus exposés que la population générale. Néanmoins, comme on veut que nos structures de santé restent performantes et qu'ils sont importants, ils passeront aussi dans la vaccination des structures hospitalières et de première ligne de soins, mais après les personnes directement exposées que l'on voudrait protéger en priorité. Alors, on a répondu au groupe à risque, les listes des personnes qui appartiennent au groupe de la première ligne a fait l'objet d'une décision de la task force fédérale et est aujourd'hui disponible. Peut-on affirmer que le risque de rétrotranscription soit absolument nul? Je pense que la réponse est oui, mais je laisserai peut-être Yves réagir.
Oui, je pense qu'effectivement, actuellement, il faudrait. Enfin, il est probablement aussi faible que de gagner à l'euro-million. Donc, il y a des gens qui gagnent, paraît-il, à l'euro-million, mais il est extrêmement bas. Il faudrait effectivement la coalescence de la présence d'une enzyme adéquate d'un autre virus simultanément au vaccin. Et donc, même dans ce cas-là, d'ailleurs, le segment qui est présent n'est un segment qui n'a pas d'impact normalement sur notre santé. Donc, je pense qu'on peut considérer que c'est du domaine de la quasi-impossibilité. En médecine, on peut pratiquement jamais dire que c'est impossible, mais de la quasi-impossibilité. Alors, ici, un cercle qui annonce un lien avec des séries d'animation, donc je ne peux que applaudir à ces efforts parce que nous ne pourrons pas, Yves et moi, parler avec tous les citoyens, mais si on parle avec vous, que vous parlez avec tous les citoyens, on arrivera à toucher un grand nombre de gens et donc on est vraiment reconnaissant de ces initiatives et c'est d'ailleurs pour cela que le set de diapositives dont j'ai parlé sera disponible, je pense, dès demain ou après-demain sur le site de la VIC et peut être téléchargé par tout un chacun. C'est un accès libre et on retrouve assez bien, il y a d'ailleurs les dias de Charlotte Martin qu'elle nous a gentiment prêté, qui est d'ailleurs remerciée dans la dia d'introduction. Vous retrouverez beaucoup des dias que Yves a employés aujourd'hui. D'autres médicaments PEG liés, Yves? Ben, il y a donc toute une série de. Il y aura une très belle, un très beau tableau et de très belles diapositives, j'allais dire, pour une prochaine fois, je les mettrai dans, concernant la manière dont il faut poser des questions pour savoir si quelqu'un a un risque ou pas de risque et l'intensité du risque. Les médicaments PEG, ben, il y a dans tout ce qui est PEGylé, comme dirait l'autre, hein, donc on sait que l'interféron PEGylé, etc. Il y a des PEG dans d'autres substances, y compris, si ce n'est pas du PEG, des structures chimiques très proches du PEG, par exemple dans des corticoïdes injectables. C'est une des raisons pour lesquelles on faisait parfois des chocs sur des corticoïdes injectables. On se demandait toujours pourquoi, mais ce n'est pas à cause de la cortisone, c'est à cause de ce qui est mis autour pour le rendre soluble. Il y a du PEG dans différentes structures, dans des lavements, il y a du PEG dans différents médicaments antiacides également aussi. Mais ici, il s'agira d'allergies dans les circonstances bien précises et on vous fournira tous les tableaux nécessaires pour éclaircir ça dans le futur proche. Alors, la vaccination des personnels des soins infirmiers se fera dans les hôpitaux et dans les grands centres dont on a parlé. J'ai répondu à cette question. Les services d'aide, on a répondu. Positivité au coronavirus, faut-il se faire vacciner? Je pense que Yves, tu as répondu. Oui, je pense que oui. Voilà, ça vaudra. Alors, de nouveau, dans certains pays, ce qui s'est passé, dans un pays comme l'Allemagne et l'Angleterre, par exemple, ils ont décidé que si les gens avaient fait un Covid en ayant les uns les 3 mois, les autres les 9 mois, ça vous montre bien déjà la variabilité des décisions. Ces personnes n'étaient pas prioritaires pour être vaccinées. C'est toute une discussion, vous savez, qui a aussi frombi dans notre Parlement. On a une immunité de base qui existe. On estime que l'immunité actuellement liée à l'infection est de l'ordre d'à peu près 83 à 90 et quelques %. Donc, on est avec les vaccins actuels, plutôt égal ou supérieur à la protection liée à l'infection naturelle. On préfère, ne fût-ce qu'au point de vue opérationnel, vacciner tout le monde. On a vu qu'en vaccinant les gens qui ont déjà fait l'infection, on n'a pas d'effets secondaires supplémentaires. Et donc, on va essentiellement ainsi renforcer leur immunité. Et à la limite, on pourra se dire que la première dose de vaccin est probablement déjà un peu l'équivalent de la deuxième dose en temps classique. Et ces personnes vont avoir une immunité solide, bien construite d'emblée. Alors que quand même, il faut rappeler que l'immunité naturelle a l'air quand même assez hétérogène en termes d'importance. Il y a des gens dont on ne détecte pratiquement pas d'anticorps après une infection légère et que l'on ne connaît pas la durée de protection. Et donc, il y a un effet, il y a quand même un pari sur la durée. Il faut reconnaître qu'en termes d'organisation et de coûts, ça ferait exploser les coûts s'il fallait tester tout le monde avant de se vacciner pour voir quel est le taux d'anticorps. Et encore faudrait-il déterminer le taux d'anticorps à partir duquel on ne vaccinerait pas. Et je pense qu'on est encore aujourd'hui assez loin de maîtriser cet élément-là de l'interprétation. Ça viendra bien sûr, mais pas tout de suite.
Alors, les transports, les ambulanciers ont été inclus dans les groupes de la première ligne. Alors, je vois ici des sous-groupes peut-être un peu plus particuliers pour lesquels nous profitons très, très honnêtement de vos questions pour examiner des questions peut-être plus focales et de pouvoir les traiter de la meilleure façon possible. Maintenant, je dirais quand même qu'avec l'accélération de la campagne de vaccination, tout ceci va progressivement perdre une partie de son acuité parce qu'on va, me semble-t-il, aller de plus en plus vite pour autant que les vaccins continuent à nous arriver. Les ambulanciers, j'ai répondu. Personnes immunodéprimées, sous traitement d'immunoglobuline humaine. Il n'y a pas de problème. Donc je relis la question. Les immunodéprimés, la vaccination a été recommandée. En tout cas, les immunodéprimés, la vaccination est recommandée. Effectivement, on a vu qu'ils payent un tribut plus lourd pour la majorité d'entre eux, pas pour les patients HIV positifs, par exemple. L'HIV positif qui est bien maîtrisé, qui est indétectable, qui a une bonne immunité, plus de 354 a exactement le même genre de problème que la population générale. Par contre, les immunodéprimés sous immunomodulateurs, sous chimiothérapie, sont des indications de vaccination. Et à nouveau, on n'a pas de crainte puisqu'on n'est pas devant des vaccins vivants atténués. Ce n'est pas le vaccin de la rougeole, ce n'est pas le vaccin de la fièvre jaune. Il n'y a rien qui peut se révéler. Au pire, et c'est fort possible ou probable, ces personnes développeront une moins bonne immunité. On ne connaît pas l'immunité développée par les immunodéprimés parce que, bien évidemment, ils n'étaient pas inclus dans les études, même si elles ont été larges. Et il y a maintenant des sous-études partout dans le monde qui sont bâties pour que dans les mois qui viennent, on sache comment ces vaccins protègent. On sache si certains de ces vaccins protègent mieux que d'autres. Est-ce qu'un ARN messager, c'est mieux qu'un vaccin à virus non réplicatif? Ce sont évidemment des notions que l'on n'a pas, mais il faut donner d'emblée à ces personnes qui ont un risque toute leur chance. Et même si ce vaccin ne les protège qu'à 20 ou 30%, ce sera évidemment mieux que rien. Il faudra peut-être les revacciner dans le futur. C'est toutes des notions qu'il faudra encore développer. Alors, le PowerPoint, j'ai répondu. Les réponses aux questions développent sur le site de l'AVIC un site qui s'appelle Q&A, Question and Answers, sur laquelle vous pouvez retrouver beaucoup des réponses aux questions les plus fréquentes et qu'on alimente avec les questions qui arrivent ici dans le chat. Alors, les personnes seront-elles prévenues individuellement via l'employeur? Non, pas via l'employeur. Il y aura une stratégie particulière pour la première ligne parce que les logiciels de convocation de masse ne seront prêts qu'un tout petit peu plus tard. C'est un groupe interfédéral qui prépare cette approche pour l'ensemble de la population. Et donc, nous allons travailler avec les coupoles et les organisations professionnelles que nous commençons à voir pour préparer cette approche du mois prochain. Les ambulanciers, on l'a dit. Vaccin pneumo et Covid, la recommandation de 14 jours entre deux vaccins. C'est exactement ça, c'est une recommandation totalement de précaution. Il n'y a personne évidemment qui a testé ce vaccin avec différents autres vaccins. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une interférence. Mais comme il n'y a jamais d'urgence de donner un vaccin pneumo, il y a plus d'urgence, si on peut dire, de donner un vaccin Covid à cette population. J'attendrai 2 semaines par précaution, simplement. C'est ce qui a été décidé au niveau belge comme au point de vue international. Alors, en ce qui compte donc les pompiers, les ambulanciers, je pense qu'on a répondu. La police fait partie de ces fonctions prioritaires qui sont le dernier groupe prioritaire qui a été approuvé par la Task Force fédérale et puis par les ministres de la Santé, sans que l'on sache très bien ce qu'ils recouvrent. Il y a eu d'ailleurs déjà beaucoup d'interventions, les enseignants d'abord, les policiers d'abord, l'armée, etc. Le point n'a pas été approfondi. Aujourd'hui, les priorités sont autres, comme vous l'avez bien compris. Nous avons encore 2-3 mois de travail avant que ce soit le tour de ces professions et c'est au niveau de la task force fédérale que la réponse viendra.
on vient vers vous, donc il ne faut pas se précipiter pour s'inscrire quelque part. On va prendre contact profession par profession pour cette vaccination de la première ligne. On a répondu au fait qu'il ne faut pas tester. L'ARN inquiète la population, le vaccin ARN inquiète la population. Il faut dire qu'un certain nombre de groupes anti-vax font tout ce qu'ils peuvent pour distiller l'inquiétude, alors qu'en réalité, nous n'avons aucun argument aujourd'hui pour cette inquiétude. Je pense que Yves a répondu, me semble-t-il, sur l'ensemble des données. Et nous sommes maintenant, comme je l'ai dit, à plus de 30 millions de personnes vaccinées. Il n'y a pas de secret là-dessus. Tous les effets secondaires sont colligés à l'échelle de la planète aujourd'hui. Ça, c'est le grand avantage du monde digital. C'est que tout peut aller très vite et l'OMS converge toutes les données et donc on aura un suivi de pharmacovigilance, comme on le dit, comme on n'en a jamais eu, je pense, pour aucun médicament ou aucun vaccin dans le monde. Oui, les coupoles qui souhaitent participer, très bien. Les assistantes sociales ne seront pas dans les tout premiers groupes prioritaires, mais je pense qu'ils sont dans la liste de la première ligne. Pourra-t-on choisir? Ça, c'est une question aussi très fréquente, Yves, à laquelle je te laisse oui, tout à fait. aborder la réponse. Mais comme vous le savez, pour l'instant, le choix n'est pas très varié. Hein. Vous avez le choix entre des frites avec du sel et des frites avec du sel. Les deux vaccins ARN sont vraiment presque des frères jumeaux. Il y a des petites recettes de cuisine, c'est vraiment ça la différence dans la friture. C'est pour ça que j'ai pris les frites d'ailleurs, hein, à cause de la graisse. Donc c'était une image. Nous connaissons bien les frites en Belgique. Et donc les graisses ne sont pas exactement les mêmes qui entourent, les particules graisseuses ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des petites nuances, mais c'est vraiment là, dans ces nuances de cuisinier, et qui font partie d'ailleurs des brevets déposés par les différentes firmes, que se trouvent les différences. Donc ici, il n'y a vraiment pas d'intérêt quelconque à choisir. Après ça vont apparaître les vaccins qu'on n'a pas développé aujourd'hui parce que ça ne servait à rien. Je pense que l'important pour vous qui allez être vacciné, c'est essentiellement ces deux vaccins-ci que vous allez recevoir. Ce sont effectivement les virus qui sont non réplicatifs. On aura ces vaccins seulement dans un mois et quelques. Ces vaccins feront partie de la vaccination de la population des personnes âgées, par exemple, ou à risque. Mais là encore, il n'y aura pas de choix. Ça va être fait en fonction de l'arrivée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, pour l'instant, de facteurs qui nous permettent de dire que tel ou tel vaccin est plus efficace chez tel ou tel groupe de personnes, ou que tel ou tel vaccin est plus risqué chez tel ou tel groupe de personnes. Et donc, devant l'absence de critères permettant un choix éclairé et justifié, autre que par une peur personnelle, et devant la nécessité de vacciner en fonction de l'arrivée des différents vaccins, il se passera encore de nombreux mois, j'ai envie de dire pas avant l'automne ou l'hiver, avant qu'éventuellement à ce moment-là, avec les données complémentaires et une palette de vaccins disponibles, on puisse éventuellement, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses Yvon, éventuellement songer à un choix. Je pense que jusque-là, ce sera en fonction de l'arrivée des lots de vaccins que les choses se passeront. Tout à fait, tout à fait la même ligne. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est aujourd'hui dans une année exceptionnelle, avec une vaccination de masse devant une pandémie qui paralyse notre pays et qui crée beaucoup de dommages. Il est évident qu'à terme, les vaccins vont être produits en doses individuelles, présents dans les pharmacies, et que chaque citoyen discutera avec son médecin et choisira le vaccin qui sera, en fonction des évolutions des données cliniques, éventuellement le plus adapté à sa situation personnelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et donc je ne vois pas ça avant 2022. Mais c'est sûr que c'est comme ça que ça va finir. On va finir par avoir, comme pour les autres vaccins, des doses individuelles en seringues pré-préparées, et le médecin traitant prescrira
le vaccin à son patient et le vaccinera comme il le fait pour des tas d'autres maladies. Les slides seront disponibles, je l'ai expliqué. Une autre proposition de vidéos d'une maison médicale, on va les récupérer et les mettre sur les sites de la VIC pour que ce soit des liens que tout le monde puisse trouver. On retrouve, il y a un grand soutien au groupe des aides ménagères, c'est très sympathique, c'est très bien. Les personnes qui ont eu le Covid, je pense qu'on a répondu. Alors ça, c'est une question intéressante, Yves, c'est la question des conjoints de personnes à risque. Alors ici, on parle des prestataires de soins, mais on pourrait parler d'autres groupes à risque, comme on le fait parfois pour d'autres maladies où on vaccine l'entourage plutôt que la personne qui est à risque. Alors ici, la réponse, c'est que pour l'instant, on vaccine la personne qui est à risque. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas encore, je l'ai abordé, mais peut-être un peu rapidement dans l'exposé, on ne connaît pas encore effectivement l'effet protecteur sur la transmission du virus. La personne immunisée ne fera pas la maladie ou la fera de manière extrêmement peu importante. Par contre, on ne sait pas si au niveau de ses muqueuses, la muqueuse oropharyngée par exemple, elle ne sera pas encore capable d'héberger le virus et de le transmettre. Les données qui sont actuellement disponibles pour une étude qui s'appelle Sirène, c'est un très joli nom, et qu'ont fait les Anglais, sur l'évolution de l'immunité naturelle chez les gens qui ont fait le Covid, montrent qu'une partie d'entre eux sont encore capables d'héberger le virus et d'avoir même parfois des quantités importantes de virus dans leur pharynx, alors qu'eux ne font pas la maladie. Et donc, même si ce nombre n'est pas extrêmement important par rapport au total des gens qui ont été suivis, il n'est pas insignifiant. Et donc, ça veut dire que la protection réelle donnée par le vaccin pour dire aux gens que ça protège entièrement n'est pas encore suffisante. Donc, l'idée, c'est qu'on ne vaccinera pas l'entourage, sauf peut-être, c'est une discussion qui est encore en cours, pour les gens les plus immunodéprimés, qui sont vraiment profondément immunodéprimés et dans lequel on se dit que le vaccin a peu de chances de fonctionner. Mais c'est une discussion en cours seulement pour un groupe très limité de personnes. Pour le reste, non, ce ne sera pas le cas. Imaginez que sans ça, d'ailleurs, tous les ordres de priorité vont sauter parce qu'on va se trouver d'une manière ou d'une autre devant la nécessité de vacciner d'emblée à peu près la moitié de la population belge. Et ça, c'est impossible. Je pense qu'il faut vraiment prioriser ceux qui sont pour eux-mêmes et pour l'encombrement du système de santé les plus à risque. Je peux quand même dire que lorsqu'on sera à la fin de la phase 1B, donc les 65 ans et plus, les personnes avec maladies chroniques, etc., on ne sera pas loin de la moitié de la population. Hein. C'est 4 millions de Belges. Et donc, si on exclut les enfants, on sera à peu près là. Et donc, c'est une tâche colossale. Hein. Donc, il faut aussi s'en rendre compte, c'est certain. Est-ce qu'on peut obliger des ambulanciers à se faire vacciner? Non, on ne peut obliger personne à se faire vacciner. C'est une vaccination volontaire et gratuite, c'est-à-dire que l'ensemble des coûts est pris en charge par la collectivité. Ça coûte évidemment, mais ce n'est pas les personnes vaccinées qui vont payer. C'est une décision qui a été prise par la task force et puis par les ministres de la Santé, plutôt pour rendre à César ce qui lui revient. Ce sont les ministres de la Santé publique qui ont pris la décision d'une vaccination volontaire et gratuite pour le citoyen. Et je pense que je sais qu'il y a des débats autour de ça, mais ça nous permet de nous rencontrer aujourd'hui, d'avoir de grands efforts de pédagogie. Et je crois que dans une société démocratique, l'adhésion volontaire vaut toujours mieux que l'obligation. Donc je pense que ce que nous faisons là est aussi un travail citoyen et on espère que vous allez le faire avec nous vis-à-vis de vos entourages, expliquer, informer, répondre aux questions, convaincre. C'est quand même quelque chose qui a en soi aussi une valeur. Et on a le sentiment depuis quelques semaines d'une inversion de tendance et d'une adhésion de plus en plus grande. Si on peut le réussir comme ça, je pense que pour toute notre société, on y aura en plus gagné quelque chose.
Est-ce que le personnel administratif et de direction des maisons de repos et de maisons de soins peut bénéficier des vaccins? La réponse est oui, en ne prenant pas la place des résidents. Donc la priorité est à la vaccination des résidents, mais on a presque fini. Au bout de cette semaine-ci, on aura en Wallonie, en tout cas, pratiquement fini, en dehors de quelques maisons de repos qui avaient des raisons propres de décaler leur vaccination. Et le deuxième tour qui va commencer le 25 janvier offre la vaccination à tout le monde dans la maison de repos. N'oublions pas que le but est de vacciner l'ensemble de la population et on pense que la protection des maisons de repos sera d'autant meilleure que le nombre de personnes qui la fréquentent et qui sont vaccinées soit le plus élevé, que ce soit le livreur de pizza ou le directeur ou la directrice de l'institution, aussi bien que les résidents et le personnel. Faut-il continuer à se tester avant ou après un voyage? Oui, pour la raison qu'on a évoquée là tantôt, hein, c'est que pour l'instant, tant qu'on ne sait pas si ça bloque convenablement le portage, on aura toujours un risque dans l'avion de le transmettre à quelqu'un d'autre, même si soi-même on ne serait pas malade. Donc pour l'instant, ça ne change absolument rien à ce niveau-là. Sclérose en plaques, maladie dégénérative. Elles font partie des maladies qui ont été effectivement envisagées. Elles feront partie des maladies qui seront vaccinées en priorité, en tout cas certainement si elles ont un impact sur la fonction musculaire et elles ne sont pas potentiellement à risque supplémentaire. C'est comme pour les autres vaccinations. On sait qu'on peut discuter des vaccins vivants atténués dans les scléroses en plaques. On essaye de ne pas vacciner quelqu'un qui a fait une poussée il y a un temps trop bref avant la vaccination, mais en dehors d'épisodes de poussées récentes, je le dirais, il n'y a pas de contre-indication et plutôt des indications à les vacciner, oui. Alors voilà, notre modératrice a mis l'adresse où le webinaire sera disponible dès demain, donc il pourra être regardé entre les séries télévisées, entre votre série télévisée favorite. Alors, c'est un peu ce que j'ai dit, hein. Donc maintenant, nous sommes, après qu'on nous ait essayé de nous décourager pendant des semaines en disant personne ne voudra se faire vacciner, les taux d'adhésion sont très bas, ça ne va jamais marcher. Maintenant, tout le monde nous presse en disant et moi, quand est-ce que je vais être vacciné? Donc, c'est un bon problème. On accueille ces demandes avec beaucoup de sympathie. On ne pourra pas vacciner tout le monde en même temps, ça vous l'avez compris. On va aller, enfin, on va le plus vite qu'on peut. Vous avez aussi vu que nous sommes soumis à des, je dirais, des hauts et des bas de nos fournisseurs. Une fois, on en a 600 000, et puis le lendemain, plus de 300 000, et puis ce sera 96 000 toutes les semaines, et puis pendant 3 semaines, on va avoir que la moitié, non, 40%, peut-être 30%, ah non, en fin de compte, on va vous en prendre seulement 70 000, et nous devons chaque fois nous adapter, on le fait, on a mis sur pied des modèles qui sont, que l'on fait tourner chaque fois qu'on a des approvisionnements, des informations d'approvisionnement différentes, pour vérifier évidemment de ne pas démarrer la vaccination chez des personnes pour lesquelles on se trouverait à court de secondes doses dans les temps. On ne conserve pas les secondes doses, mais on vérifie que les plannings d'approvisionnement nous permettent à flux tendu de garantir que l'on ne va pas tomber à court. Alors, on arrive à faire 7 doses de 0,3 millilitres, nous dit un vaccinateur, je suppose. Pourquoi refuse-t-on de les faire? Alors, je vais faire une réponse de Normand ou de jésuite, même si ce n'est pas ma formation de base. C'est un comble, oui. Oh. Les étudiants, comme je donnais l'éthique et la déontologie, on me brocardait en évêque dans les revues de médecine des étudiants, donc je suis quand même déjà rodé. Il n'y a pas de recommandation dans
dans l'enregistrement du médicament de faire plus de 6 doses. Vous savez qu'il n'y en avait que 5. C'était clairement gaspiller des doses et donc on a fait pression et l'Europe a négocié une adaptation avec le fabricant pour reconnaître la 6e dose. La 7e dose est quand même assez aléatoire. Ce que l'on ne peut en tout cas pas faire, c'est de mélanger des fonds de flapules différentes pour essayer de reconstituer des doses supplémentaires. Voilà, je pense que vous m'avez tous compris. Effectivement, vous avez pu vacciner avec les doses excédentaires, mais malheureusement, ça va s'arrêter, ou heureusement, ça revient au même, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on comptabilise bien 6 doses par flapule et donc on approvisionne. Mais ça veut dire évidemment qu'on utilise mieux les flapules pour vacciner le plus grand nombre de gens. J'ai répondu sur qui va vacciner le personnel infirmier. Alors oui, ça c'est une question intéressante que l'on a, bon, elle est ici posée pour un travailleur de première ligne, mais elle est vraie pour tout le monde. Quand on a une place prioritaire et qu'on décide de la laisser passer, est-ce que, comment ça se passe alors? Est-ce qu'on peut encore changer d'avis? Alors, je peux peut-être répondre pour la façon dont nous gérons ça au niveau de la région wallonne. Je ne pense pas, Yves, que l'on l'ait discuté d'une manière homogène au niveau de la task force fédérale. On sait que l'hésitation vaccinale est en grande partie liée au fait de ne pas se rendre vraiment compte de ce que c'est. Puis quand on voit les gens autour de soi se faire vacciner, qu'au fond, il ne se passe rien de spécial ou rien de bien différent de la vaccination de grippe que l'on connaît d'habitude, on se dit, bah, tout compte fait, j'aurais peut-être mieux fait de dire oui. Alors, s'il y a un nouveau passage, et c'est le cas pour les maisons de repos à partir de la semaine du 25 janvier, nous ferons la première vaccination de toutes les personnes qui le veulent, sans leur demander pour quelles raisons obligatoirement elles se présentent à cette vaccination-ci et pas à la première. Elles étaient peut-être absentes au moment de la première vaccination, elles étaient peut-être malades, elles étaient peut-être à l'hôpital, ou elles avaient une hésitation vaccinale, comme on dit, qui n'est rien de honteux, c'est bien décrit et ça fait partie des réactions humaines, je dirais, classiques. S'il y a un deuxième passage, on prendra toutes les personnes qui veulent se faire vacciner. Si maintenant quelqu'un laisse passer la possibilité d'être vacciné de manière prioritaire, ce sera très difficile de revenir pour une personne une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Donc, il y aura plusieurs autres opportunités de se faire vacciner, dont évidemment, in fine, la vaccination de la population générale, ce qu'on appelle la phase 2, comme je l'ai dit, probablement à partir de juin, juillet, août, devraient être les périodes où on devrait vacciner tout un chacun qui le souhaite. Et donc, il y aura évidemment pour ces gens-là, comme les autres, la possibilité de revenir à ce moment-là. Vaccin à une dose réservée aux personnes, ce ne sont pas des patients, aux personnes précarisées, oui. Nous sommes en discussion avec toute une série d'organisations qui s'occupent de ces personnes précarisées et on attend évidemment avec beaucoup d'impatience les données du vaccin de Johnson & Johnson qui sera le seul a priori qui nous permettra de vacciner en une dose et qui sera particulièrement bien adapté à ces populations-là. Sont-ils pourvus d'adjuvants? Non, on a répondu, les mRNA n'ont pas d'adjuvants. Non, mais ici, c'est les vaccins autres que ceux qui se basent. Donc, en pratique, il y aura un vaccin adjuvanté qui est le GSK Sanofi, mais qui n'apparaîtrait pas avant la fin de l'année, probablement pas avant vraiment.
Non, mais c'est ça, hein, les vaccins autres que ceux qui se basent sur l'ARN sont-ils pourvus Pardon, d'adjuvants? Oui, les autres. mal lu. Donc, les vaccins à virus non réplicatifs ne sont pas adjuvantés, et donc le premier adjuvanté qui devrait apparaître ne Sanofi, serait pas là avant l'automne, c'est le Sanofi GSK, effectivement. qui est leur marque de fabrique d'ailleurs. Ils Qui est tout à ont fait leur marque de montré fabrique. Dit en qui passant, fonctionne puisque très bien. Il faut il le faut, rappeler que ce n'est pas tout à pour ça fait. que nous sommes que nous abondons dans le sens que l'adjuvant est un risque. C'est juste une information. Pas du tout. Et pendant qu'on y est, puisqu'on parle des adjuvants, on parle d'un tas de choses, il n'y a pas de latex non plus qui intervient ici dans les flacons. Donc, rappelez aux Exact. gens que la notion latex, qui est aussi une peur réelle pour certains types d'allergies, n'a pas lieu ici, hein, tout à fait. Alors, la question de la gestion à post-vaccination des institutions est aujourd'hui une question qui est en débat. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir d'interdit de travail pour quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ce serait contraire à toute la législation du droit du travail. On peut être écarté de situations particulièrement à risque quand on a des éléments de santé particuliers. Ce qui est vraiment en discussion aujourd'hui, c'est comment on va faire fonctionner les entités de vie. On pense aux maisons de repos, aux institutions collectives, une fois que la vaccination sera passée. Et comme l'a dit Yves, on attend évidemment avec impatience les données sur la contagiosité qui sont un élément crucial pour faire évoluer ou non les mesures de précaution. Donc pour le moment, s'il vous plaît, pas de prise de risque inconsidérée. On a de toute façon le besoin d'attendre la deuxième dose et on observe avec beaucoup d'attention les données qui commencent à arriver sur les collectivités vaccinées dont on suit le comportement pour pouvoir adapter de la manière la plus intelligente possible évidemment un désir de retour à une vie normale, ce qui est notre aspiration à tous. Effets secondaires à long terme des vaccins ARN par certains pharmaciens. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui émettent des hypothèses sur des hypothèses. Je rappelle quand même que nous avons tous les jours des milliards d'ARN messagers dans nos cellules, que ces ARN messagers font leur travail de livrer la recette à domicile de l'usine de production des protéines et puis sont détruits. Il n'y a a priori pas de raison de penser que ces ARN-ci seraient différents. Maladie auto-immune, problème d'hypertension, le vaccin est conseillé. Maladie auto-immune et hypertension, c'est des bonnes raisons, donc je pense que cette personne sera d'ailleurs sélectionnée sans problème, tout à fait. Priorité vaccinale pour les institutrices maternelles. Alors ça, c'est toute la question du corps enseignant qui a beaucoup fait entendre sa voix et d'une manière, je pense, légitime au moment où on a parlé des professions prioritaires. Comme je l'ai dit, cette question des professions prioritaires a été pour le moment mis un petit peu à plus tard parce qu'il y a évidemment d'autres priorités en termes de calendrier avant celle-là, mais je ne doute pas que le point reviendra. Alors, est-ce que les centres de santé de proximité peuvent-elles faire le vaccin? Donc, a priori, on commence avec des centres, je dirais, concentrés parce qu'on est avec du vaccin en grande dose et avec des contraintes d'utilisation très sévères. Néanmoins, on a bien en tête de suivre l'évolution de ce que la pharmacopée va nous donner et de voir à quel moment on pourrait retourner vers des méthodes plus disséminées encore dans la population que les 50 et des centres que nous allons mettre sur pied et qui seront calculés pour donner une accessibilité autant que possible à tout un chacun.
le recours au personnel de santé va être sollicité, évidemment, pour faire tourner ces centres. Et donc, si ce ne sera peut-être pas dans les centres de santé eux-mêmes, ça pourrait bien être avec l'aide de leur personnel. Publicité, information officielle pour nos patients. Alors, les maisons de repos, les institutions collectives ont reçu, on a imprimé plus de 100 000 dépliants pour les résidents et il y a maintenant une version pour les institutions collectives de soins qui est dans l'imprimante. Donc, les textes ont été adaptés et seront disponibles dans les jours qui viennent. Et il est maintenant dans le pipeline de développer de l'information pour le plus grand public, mais on ne voudrait pas arriver trop tôt. Ce serait un peu frustrant de mobiliser la population générale et puis que les gens disent « bon, moi je suis convaincu, je veux me faire vacciner », qu'on lui dit « vous savez, vous ne pouvez pas vous faire vacciner avant plusieurs mois ». Et donc on essaye d'avoir de l'information et de la sensibilisation qui soit synchrone avec les passages des uns et des autres, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec vous. Les SAFA sont dans les groupes prioritaires. Alors, dans les maisons, dans les stocks Covid, je propose qu'on reste dans le sujet du jour, parce que sinon on va y passer la nuit. Un petit mail à l'AVIC pour monsieur ou madame Cardinals de Doupey pour poser votre question et gérer ça avec l'AVIC sur son adresse email et vous aurez une réponse. Alors, qui va s'en occuper? On est en route de l'organisation de ces centres. Ce ne seront pas les mêmes personnes probablement dans les centres majeurs et les centres de proximité. Pour le moment, on est en train de mettre sur pied, donc on a mis sur pied les 2 premiers centres majeurs qui sont en voie d'installation et dont la gestion est assurée. Et on est en train de négocier les 7 autres, et puis on va commencer à passer les contrats pour les centres de proximité. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout. On a déjà dépassé notre temps, Yves, mais on arrive au bout de la liste, ce qui est une performance. Ça n'arrive pas souvent. On a été rapide, on a dépassé de 10 minutes le temps imparti. Vous avez été très nombreux. Il me reste à vous remercier de votre présence et de vous encourager à faire une diffusion de l'information. Et au bout de cette information, chacun est libre de décider, mais au moins en connaissance de cause. Et nous avons un travail important devant nous. Je pense que Yves voudrait intervenir. Juste, j'ai aperçu encore 2 questions au bout, dans le fond d'une poste que tu n'as pas vue. Quelqu'un demande si c'est d'aluminium, il n'y a pas d'aluminium non plus. Donc, c'est un bon point. Pas d'aluminium sans sens large. De nouveau, pas anti-aluminium, mais il n'y a pas d'aluminium, ça enlève les craintes de certains. Ah, oui. Et une question de savoir pourquoi Johnson & Johnson, c'est une seule dose. Bon, Johnson & Johnson est un vaccin qui est basé sur le principe des virus non réplicatifs. AstraZeneca aussi, d'ailleurs. AstraZeneca le fait en 2 doses. Johnson & Johnson est en cours avec 2 études. Une étude avec 2 doses et une étude avec 1 dose. Et donc, Johnson & Johnson espère que ce sera son 1 dose. Alors, ça serait bien, effectivement, entre autres pour des situations, comme on l'a évoqué, des personnes difficiles à atteindre, etc. Mais on n'est pas encore certain que le Johnson & Johnson sera 1 dose. Donc, voilà la réponse à votre question. C'est douteux. Enfin, c'est douteux. Non, c'est toujours en étude pour l'instant. Eux espèrent qu'avec leur technique, ils le feront avec 1 seule dose, mais c'est loin d'être certain. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, à part que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ça et j'espère que vous répandrez la bonne parole et qu'on a réussi à vous convaincre scientifiquement, monsieur le doyen, monsieur le recteur, monsieur l'archevêque, monsieur tout ce qu'on voudra en face de moi. Voilà, voilà. Vous voyez qu'on est restés jeunes tous les deux. Hein.
Voilà. Ça maintient Écoutez, jeune. bonne soirée à toutes et à tous et on va y arriver. On va y arriver, on va en sortir. À bientôt.